Bonjour, ça y est, on est parti pour le live où je vais vous parler de cette fameuse posture holistique dans les accompagnements en orthophonie. Mais bien sûr, ça se transfère. En fait, mon objectif, c'est que vous puissiez le transférer à votre activité qui est d'accompagner les enfants, les familles, que ce soit en classe ou autour de la scolarité de l'enfant, qu'il ait des soucis, des difficultés au niveau de l'école, voilà, des choses comme ça. Donc, je vais un petit peu reprendre un historique de ce par quoi je suis passée. Comme ça, vous comprendrez mieux un petit peu comment j'ai pu mettre en place cette posture, comment j'ai pu la développer. Je me suis fait plein de petites notes là. Donc, si je lis, c'est normal. C'était pour ne pas oublier tout ce que j'avais à vous dire. Et vous êtes témoin en direct de ma nouvelle coupe de cheveux. Bon, allez, on arrête de rigoler, parce que là, c'est du sérieux, hein. Donc, alors moi, j'ai commencé donc je me suis j'ai été diplômée d'orthophonie en 2012, enfin 2011, mais après j'ai fait mes équivalences en France parce que j'avais fait mes études en Belgique. Et donc en 2012, je suis sortie de l'école, j'ai eu mon diplôme valide en France. Et donc tout de suite, je me suis inscrite à une formation, hein, bien sûr. Une formation que j'avais vue en stage qui s'appelle la méthode Padovan, donc une méthode qui à l'époque était assez controversée parce que en fait elle travaille au niveau du système nerveux tout entier. Aujourd'hui, c'est devenu très courant. En fait, on parle beaucoup sur les réseaux du système nerveux. À l'époque, c'était pas du tout ça. Et là, c'est une méthode de réorganisation du système nerveux pour réorganiser le symptôme au lieu de travailler le symptôme pour que ça soit pérenne et que ce soit pas quelque chose qui s'installe en forçage, que ce soit naturel. Donc, en fait, j'ai adopté finalement cette vision avec tout. Je me suis dit, en fait, ça sert à rien de travailler le symptôme. Le symptôme, il est travaillé tous les jours, en fait. Si on veut, il est entraîné tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, etc. Si ça marchait, on le saurait, et il n'y aurait pas besoin d'orthophonie ou d'une autre profession, d'un autre accompagnement à côté. Donc, je me suis dit, il y a autre chose. J'ai laissé en suspens. J'avais déjà une grande empathie, une grande sensibilité intuitive, mais à l'époque, je ne connaissais pas tout ça, donc je faisais. Parce que voilà. En 2014, je me suis familiarisée. Enfin, je connaissais déjà. En 2011, j'avais déjà fait mon premier soin Reiki énergétique. Et 2014, j'ai ma meilleure amie qui m'embarque pour une formation en Reiki. Alors là, à l'époque, waouh, je me faisais... Enfin, j'avais une fois eu le malheur de demander si je pouvais le passer en frais professionnels. Alors là, oh là là, je me suis fait rembarrer comme pas possible sur Facebook, je me souviens. Bref, finalement, donc je l'ai passé en perso et j'ai fait mes petites expériences de mon côté, voilà, sur moi en fait, tout simplement. Euh, Puis j'osais pas trop faire, voilà, dans ma pratique. Mais c'est vrai que d'avoir fait cette formation, ça m'a permis déjà d'élever un peu ma conscience et de comprendre ce que c'était que l'intuition, de l'écouter, de développer mon empathie, parce que pour moi, c'est ce qui était aussi le plus important, c'est de pouvoir vraiment laisser toute la place à ce que vivait l'enfant. Et en fait, d'ailleurs ça, je l'ai pas noté, mais c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de soucis scolaires. Au contraire, j'étais une enfant qui fonctionnait très bien, voilà, je rentrais bien dans le moule. Mais en fait, je manquais énormément de confiance en moi, malgré les résultats satisfaisants. Alors bon, oui, au lycée, j'ai eu des mauvais... Enfin, si, j'ai eu quand même des difficultés dans tout ce qui était matière scientifique après au lycée, mais j'ai toujours eu une confiance en moi vraiment ras des pâquerettes et j'ai eu une très mauvaise connaissance de qui j'étais, de mes limites. Donc, je ne savais pas dire non, je ne savais pas ce que je voulais, je n'avais pas très peu, en fait, d'élan, d'envie, en fait, hein, parce que, voilà, je suivais le mouvement. Comme un mouton, je suivais. Et puis, finalement, je souffrais quand même, hein, parce que
de ne pas savoir quoi, ce qu'on veut, bah, je me sentais nulle de manière générale, je me comparais aux autres, j'avais pas confiance en moi. Euh, et donc, j'étais restée là-dedans parce que j'avais pas de solution. J'avais aussi des problèmes je sais pas, je crois qu'aujourd'hui on appelle ça d'hyperphagie. Voilà, c'est de l'hyperphagie. Donc je mangeais beaucoup de sucré pour compenser un peu ce vide que j'avais en moi. Alors c'est pas que en lien avec l'école, il y a aussi des problématiques avec mes parents, etc. Mais c'est un tout. Et j'étais cette petite fille, donc fille d'un papa Asperger, hein, pour ceux qui le savent aussi. Et finalement, ben, j'étais une vraie éponge à émotions et surtout, ben, j'avais pris ce rôle qu'on ne devrait pas prendre en tant qu'enfant, c'est-à-dire de devenir le parent en fait de mon papa, qui lui avait des émotions très explosives et parfois de manière très imprévisible. Donc vraiment, je marchais sur des œufs. J'étais en mode survie en fait tout le temps. Et ma mère, elle, elle était aussi très imprévisible, pas très sécurisante, très floue au niveau des limites. Donc, en fait, j'ai connu, après, je vais pas rentrer dans les détails, voilà, beau-père alcoolique, séparation, ça s'est fait vraiment n'importe comment, etc. Euh, Trimballé à droite à gauche, ma mère, elle a vécu en caravane. Voilà, j'ai eu pas mal de trucs. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est que j'ai ressenti cette souffrance en tant qu'enfant, que pour moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je suis devenue maman, surtout, ça s'est révélé à moi, que pour moi, aucun enfant sur Terre ne devrait vivre dans une insécurité émotionnelle, même physique, en fait, tout ça va ensemble, une insécurité, dans une instabilité émotionnelle des parents. Pour moi, c'est aux parents de prendre la responsabilité de leurs émotions. Et aux adultes de manière générale qui travaillent avec les enfants. Voilà. Là-dessus, c'est un non négociable. Pour moi, c'est pas les enfants les fautifs en fait. Quand il y a un symptôme, voilà, il y a quelque chose à aller creuser derrière. Ou un comportement, quelque chose comme ça. Sans vouloir culpabiliser, hein. Les adultes, c'est juste vraiment se dire, voilà, on va essayer ensemble de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, 2014, je me suis formée. J'ai fait les 3 degrés de Reiki. Donc, on appelle ça maître. Je suis devenue maître Reiki, même si j'ai pas du tout, je me sens pas maître Reiki du tout. Euh, 2018, là, je suis devenue maman. 2018-2020, j'ai vécu une période vraiment compliqué où ben, je pense que j'ai fait un burn-out maternel en fait. Je m'étais tellement inconsciemment mis la pression en me disant il faut surtout pas que ma fille vive la même chose que ce que moi j'ai vécu, que ben, en fait j'ai fait le contraire. Et surtout ben, ça a fait émerger en fait tout ce que j'avais dans mon enfance, tout ce que j'avais vécu dans mon enfance comme traumatisme, etc. Et puis voilà, encore une fois, sans jeter la pierre à mes parents, puisque ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient à l'époque. Et, euh, c'est vrai que, voilà, on a tous des traumas et c'est quelque chose de quelque part normal, mais en même temps, ben, c'est pas non plus une fatalité. Voilà, on peut s'en libérer. Donc moi, ben, il y a tout qui ressort à ce moment-là. J'avais énormément de frustration, de colère, de pas d'avoir toute cette pression, d'être seule à gérer ça, d'être seule à vivre ça, de que personne ne me comprenait puisque j'étais seule dans dans mon cercle d'amis en fait à vivre ça. Mon mari qui lui après plus tard il faisait de l'apnée du sommeil donc il était épuisé, il n'était pas disponible pour gérer quoi que ce soit et moi j'étais en train d'imploser littéralement. Et c'est comme ça que j'ai découvert miraculeusement l'EFT. Là je me dis ouais, je remercie la vie, je remercie Dieu parce que en fait c'est vraiment, je me souviens, c'est vraiment ça a été hyper salvateur. Euh, L'EFT, ça m'a permis tellement de vider ma coupe qui était mais pleine de chez pleine. J'aurais pu, je pense, divorcer à ce moment-là, tout plaquer. Enfin, j'en sais rien ce que j'aurais fait, mais ça aurait été violent. Ah, j'ai ma caméra qui fait des siennes, des fois, c'est bizarre. Euh, Elle veut pas, voilà, recentrer. Euh, donc voilà, ça c'était ma phase où j'ai commencé à m'intéresser en fait au développement personnel, à commencer à me libérer, voilà, à prendre conscience, parce que finalement,
les disputes parce que j'avais beaucoup de disputes avec mon conjoint, et puis cette colère après, ben, elle se transférait sur ma fille, que ben, j'arrivais pas à gérer, et puis je devenais brutale. Donc là, je me suis dit, oh là là, il faut pas que je continue, catastrophe, ça va complètement à l'encontre de ce que je voulais pour mes enfants. Et donc, voilà, j'ai pu faire, commencer ce travail de libération. Euh, Entre-temps aussi, j'avais changé mon approche au niveau du cabinet. Bah, j'avais compris surtout que bah, les parents, il faut pas les culpabiliser. Je veux dire, enfin, il faut surtout pas les juger. En fait, jusqu'à quand on n'est pas parent, peut-être on juge, on a l'habitude de se dire ah bah lui c'est un mauvais parent, patati patata. Et en fait, je me suis rendu compte que bah en fait chacun fait vraiment du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et, euh, et donc ça, c'est aussi quelque chose qui c'est voilà, une couleur que j'ai commencé à porter dans mes séances, de vraiment les déculpabiliser, en fait, de leur enlever cette pression. Quelque chose que moi, j'étais en train de vivre, en fait, c'était de me déculpabiliser, de m'enlever ma pression à moi, et du coup, bah, je l'ai transféré aussi à mes accompagnements. Et vous allez voir que, en fait, je pense que c'est un peu pour tout le monde comme ça, mais moi, le processus que j'ai vécu moi-même au niveau personnel, je l'ai transféré ensuite, puisque c'est une posture, en fait, c'est que soi-même, on incarne quelque chose. C'est pour ça que pour moi, c'est quand je conseille quelque chose, c'est quelque chose que j'incarne moi-même. Sinon, c'est pas possible, c'est pas aligné, c'est pas pérenne. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ce travail-là avec les parents beaucoup, et puis ça permettait aussi déjà de relâcher la pression, parce que voilà, quand on a un engrenage de stress qui est enclenché, ben c'est pas bon, et le cercle vicieux s'entretient, ça bloque tout, la confiance en soi, les apprentissages, etc. 2021, 2020, j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais en train de petit à petit ben, me rétablir, et au contraire, ben, je me suis rendu compte que je me sentais mieux. En fait, avec deux enfants, j'arrivais beaucoup mieux à gérer, dans le sens où, bon, il y avait aussi le confinement, donc c'était mieux, puisque j'avais aussi mon mari avec moi en télétravail, etc. Et puis lui, il était aussi plus présent. Voilà. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais me former à l'EFT. C'est tellement efficace que je vais l'utiliser ben, au niveau professionnel. Puis j'avais envie de formaliser un peu, de savoir comment ça marchait concrètement pour pouvoir l'utiliser avec mes enfants aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, ben voilà, vous vous en doutez, c'était vraiment super efficace. Je sais pas, un enfant par exemple qui fait un cauchemar au milieu de la nuit, et ben voilà, tout de suite on lui montre, on est là avec notre posture rassurante, et avec le fait que ben voilà, on tapote. Le FT, c'est tapoter en fait sur des points d'acupression. Voilà, je continue. En fait, ça a été créé vraiment pour être le plus rapide possible et le plus efficace possible. Donc, voilà, des points. Et voilà. Et après, on inspire, expire. Enfin, c'est pas que ça, hein, mais en gros, c'est pour vous situer la technique. Et puis, avec les enfants, ben, moi, mon fils, tout bébé, hein, je l'utilisais, ça fonctionne très, très bien. C'est moi qui ai tapoté sur lui, bien sûr. Euh, Voilà, et puis du coup, bah, j'ai commencé à faire de l'EFT sur mes patients, non, plutôt avec les enfants et les adultes, un peu de manière générale en fait. Et aussi, j'ai commencé à faire des liens sur les émotions. En fait, pour être honnête avec vous, j'étais tellement passionnée, parce que je suis un peu passionnée. Et là, c'était une phase où vraiment j'étais à fond sur l'EFT. C'était génial, j'adorais ça. Et en fait, pour être honnête avec vous, j'essayais de faire des ponts entre chaque problématique, alors que ce soit un problème de voix du patient, un problème d'apprentissage, un problème de bégaiement. À chaque fois, j'essayais de mettre en lien avec la libération émotionnelle. Et figurez-vous que j'en trouvais à chaque fois, et qu'à chaque fois, ça améliorait les résultats des enfants, quoi. Enfin, des patients en général, pas que les enfants, les adultes aussi. Je vous raconterai un petit peu tout à l'heure comment, qu'est-ce que j'ai pu tester, les résultats que j'ai eus. Franchement, je m'éclatais.
Au bout d'un moment, je me dis, bon, enfin, du coup, arrivé 2021, les obligations vaccinales. Moi, j'ai vécu une grosse crise déjà au sein de ma famille. Mon mari me disait, mais tu vas pas nous mettre en danger, dans le sens où si tu peux plus travailler, on n'a plus de rentrée d'argent, etc. Moi, je voulais pas du tout me vacciner, hein, mais alors vraiment pas. C'était hors de question. Euh, et en fait, cette position, elle m'a forcée à me séparer de ma collègue de l'époque, partir dans un autre cabinet qui était vraiment plus ouvert par rapport à ça. Et, et en fait, c'est là que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris confiance en moi en me disant, bah, ma cocotte, t'es capable de tenir malgré des obligations législatives. J'étais super fière de moi, je me suis sentie comme une résistante. Et même si ben je le disais pas tout haut, hein, j'étais pas rassurée, hein. Puis je regardais sur le parking si je voyais pas quelqu'un qui allait peut-être venir me contrôler ou je sais pas quoi, ben, c'était vraiment pas confortable. Sans parler des débats voilà, impossibles à terminer, interminables avec la famille. Donc voilà, je pense qu'on a tous vécu une période vraiment très compliquée. Euh, qu'est-ce que j'ai marqué là? Ouais, voilà. Bon, ça c'est bon, je l'ai déjà dit. Euh, et puis, ben, du coup, je suis partie et puis j'ai commencé. Voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Donc là, 2021, en fait, j'ai ouvert une adjonction d'activité. En orthophonie, on peut faire ça, je sais pas comment c'est dans les autres professions. Enfin, je sais qu'au niveau de l'éducation nationale, là, on peut se brosser pour avoir une activité complémentaire. Mais en tout cas, moi, j'ai ouvert ça et j'ai commencé à faire un peu des accompagnements à gauche, à droite avec l'EFT, mais de manière aléatoire. Je savais pas quel public cibler, etc. Et petit à petit, ben, je me suis dit, mais d'abord, je travaillais aussi beaucoup avec avec les mamans. C'était ma problématique, maman de jeunes enfants. J'étais vraiment à fond là-dedans et c'était ma problématique du moment à moi. Et puis, petit à petit, ben, je me suis dit, mais c'est génial, il faut que je fasse des accompagnements de parents de mes patients. Donc, je le passais en fait sous cette adjonction d'activité où les parents, ils faisaient un accompagnement en plus, en parallèle en fait du suivi de leur enfant, où vraiment, donc là, c'était avec le FT, on pouvait en fait avoir une belle collaboration. Voilà. C'était surtout des mamans, hein, je dois dire. Après, le seul souci, c'est que ben, moi, étant conventionnée, je pense que nous, professionnels de santé, ou même en fait en dehors des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, que ce soit en salariat ou qu'on soit conventionné, c'est à peu près le même statut, on va dire. Euh, En fait, j'avais énormément de mal à vendre mes services, en fait, à me sentir, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Et donc, j'avais vraiment peur de proposer des suivis longs. Je sais pas pourquoi. Enfin, après, j'étais aussi en train de tester des trucs. Voilà, je savais pas quelle était la bonne durée. Et puis, j'avais pas envie de demander trop cher non plus. Et c'était super inconfortable pour moi. Et avec le recul, maintenant, moi, j'ai fait des accompagnements gratuits aussi, hein, pour me faire la main au début. Euh, et puis, j'ai fait des séances. J'avais créé un accompagnement qui durait 3 mois, mais en fait, il n'y avait que 7 séances dans les 3 mois. Et avec le recul, ben, je me dis que c'était pas du tout suffisant parce que, en fait, on pouvait pas aller autant en profondeur que ce que je voulais avec les parents. Euh, c'est vrai que j'avais quand même des super résultats. J'avais quand même des résultats, mais je pouvais pas aller aussi loin que je voulais. Euh, Et puis ensuite, donc ça c'était ouais, jusqu'à 2025 à peu près. 2025, puis là, 2023, je commençais déjà à avoir un peu des signes physiques qui me montraient que j'étais en train de m'épuiser et que j'étais plus à ma place en tant qu'ortho. Je me souviens d'un moment en septembre, à la reprise après les vacances d'été,
en fait, j'étais prise d'angoisse et d'une fatigue extrême, d'une sensation de dégoût, où je me disais, mais non, mais je peux plus reprendre le rythme. Pourtant, j'avais un rythme cool, hein, je sais pas, je travaillais par demi-journée, ou enfin voilà, j'étais pas du tout, c'était pas, on était loin du temps plein, hein. Je pense que je peux dire que j'étais à mi-temps, quoi. Mais malgré ça, c'était vraiment devenu difficile de me dire, je savais pas en fait qu'est-ce qui était difficile. J'avais l'impression de m'ennuyer, j'avais l'impression aussi que il y avait certains patients, ben j'aurais pu arrêter, mais enfin j'avais envie d'arrêter, mais que en fait ben, il y avait encore des trucs à travailler ou que ben j'avais pas forcément quelqu'un pour le remplacer sur la liste d'attente. Alors je continuais parce qu'il y avait des choses à continuer, bien sûr, hein, à travailler. Mais en fait j'étais complètement désalignée. Et donc, c'est un signe physique. Après, bah, j'ai eu plusieurs phases aussi hein, où je m'autorisais de plus en plus parce que je continuais à travailler sur moi, à faire des accompagnements pour pouvoir vraiment libérer ma voix, pour pouvoir vraiment être communiquer, assumer ma valeur, communiquer sur ma valeur, communiquer sur les résultats que j'ai. Euh, mais même, il y avait une partie de moi qui se sentait pas légitime parce que ben c'est pas classique en orthophonie hein, de travailler comme ça. Et puis ouais, le côté se vendre, c'était compliqué pour moi, hein, vraiment euh, très difficile. Hein. Je pense que je portais, enfin plus tard on a compris que avec ma coach, bon, je portais plein de mémoire bien sûr, hein, on n'a jamais, mais j'avais aussi un ensorcellement qui me bloquait simplement juste pour exprimer en fait, m'exprimer clairement, exprimer ma valeur, ma lumière et me reconnaître dans ma lumière. Donc bon, voilà. Ça, c'est ma coach en vibration qui m'a permis, donc méthode vibration, je vous explique après ce que c'est, qui m'a permis de libérer ça et ben, vraiment aller de plus en plus me reconnaître dans cette lumière, m'assumer pleinement, même si je heurte certaines personnes, parce que je vais aussi dire des vérités aujourd'hui qui sont pas forcément ce que les autres ont envie d'entendre. Et là, aujourd'hui, ben, je suis contente parce que je transcende aussi des peurs de rejet, des peurs d'être mal vue, d'être jugée, etc., critiquée. Peur d'être dénoncée aussi. Ça date d'une autre époque, hein. Ça date pas de cette vie, je crois. Voilà. Donc, tous ces, vraiment, ça a été un long processus, en fait. Euh, il y avait aussi un moment où je pensais que j'avais un TDAH. Parce que j'arrivais pas à suivre en fait enfin je suivais en fait dans le temps l'organisation par exemple à l'école ou ce qu'on me demandait au niveau professionnel etc. Et en fait j'étais tout le temps un peu brouillon et et puis finalement ben en faisant un travail là-dessus bon, en vibration toujours ben, j'ai pu libérer donc là je sens plus du tout en fait cette sensation d'être toujours sous l'eau non je sens plus ça. Voilà. Euh, donc, arrive 2025. Là, j'ai donc ma fameuse coach Christine, que certains connaissent, qui me parle de vibration, qui me dit, ah, je suis sûre que ça pourrait être chouette pour les enfants, etc. Et là, je me dis, oh non, non, moi, j'ai déjà fait le tour de tout ce qui existe, enfin, de plein de techniques, hein, parce que j'adore aussi, moi, tester au niveau personnel plein de choses. Puis après, les choses qui m'ont vraiment le plus parlé, qui permettent aussi aux personnes avec qui je l'utilise de devenir autonomes, et ben, j'ai pu aussi, je les ai, je me les suis appropriées. Voilà. Ensuite, bah, du coup, vibration, elle me dit, en fait, ça chemine en moi, alors que j'avais dit un grand nom à la base. Et puis, je regarde les vidéos explicatives, je me dis, ah ouais, c'est intéressant quand même, ça attise ma curiosité. Et bah, je fais un appel bilan avec Christine, et là, enfin, un appel découverte, quoi. Et là, elle me fait découvrir vibration, et j'ai eu vraiment un coup de foudre, en fait, pour cette méthode. Je me suis dit, ah ouais, c'est encore un autre niveau d'efficacité par rapport à l'EFT. Parce que l'EFT, on va pouvoir travailler sur des traumas dont on se souvient bien spécifiques ou bien des peurs euh, qui,
des appréhensions en fait sur le futur, mais des fois c'est des sensations, par exemple le TDAH, je peux pas vous dire d'où ça vient. Je peux pas vous dire comment ça se présente, c'est plus diffus en fait. Et ça, c'est une problématique que j'arrivais pas à résoudre avec le FT, ce genre de problématique un peu plus diffuse, quoi. Ou des gens qui ont été multi-traumatisés tous les jours, par exemple, qui devaient, je sais pas, qui subissaient de la maltraitance au quotidien, par exemple, je dis n'importe quoi en tant qu'enfant. Et ben, c'est plus compliqué en fait de libérer parce qu'il n'y a pas un seul événement. Voilà. Euh, Donc, bah, finalement, j'ai eu un coup de foudre pour la méthode vibration d'Hélène Pavot. Si, je vous conseille aussi d'aller voir si vous ne connaissez pas. Donc, j'ai décidé de me faire accompagner pendant 3 mois par Christine. Et là, waouh, j'ai fait un bond incroyable. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une révélation. Que, en fait, bah, j'étais plus à ma place dans l'orthophonie classique. Malgré le fait que j'avais opéré plusieurs réajustements et que je pratiquais de manière holistique, au bout d'un moment, ça devenait insupportable pour moi de rester dans mon cabinet. Je me disais non, 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 ça va plus, ça va plus, ça va plus. Donc, en fait, me suis rendu compte par la suite que j'étais inscrite dans un système où j'étais en train de cautionner notamment l'éducation nationale. Et que, en fait, pour moi, de faire des bilans déjà, de un standardisé sur quelle base? Moi, pour moi, ça n'a aucun sens de faire des bilans. Ensuite, donc de poser un diagnostic pareil. Ça peut aider, hein. Je suis pas contre les diagnostics. Ça peut être une porte d'entrée pour une libération, etc. Mais je pense que c'est parce que notre société, elle est comme ça aujourd'hui et qu'on a des fonctionnements qui sont antinaturels. Mais si on avait une société, on peut regarder dans d'autres pays, ça fonctionne, l'inclusion, hein. On n'est pas à mettre tout de suite des étiquettes ou alors c'est un renforcement positif. C'est-à-dire, toi, tu es comme ça, en fait, tu as ce profil-là, donc tu seras bon pour ça. Toi, ça, ce profil-là, bah, tu seras bon pour ça, et puis ensemble, en fait, on va s'entraider. Mais bon, en France, on n'y est pas encore. Et en fait, je me suis dit, purée, mais en fait, je suis en train de préconiser des aménagements pédagogiques que je sais qui vont pas du tout être miraculeux. Ça va juste un peu calmer la pression des enfants, etc. Mais en fait, on va pas aller très loin avec ça, quoi. Et surtout, ben, que je suis en train de cautionner le fait que pour moi, ma vérité à l'intérieur de moi, c'était l'éducation nationale, c'est du grand n'importe quoi. C'est tout le contraire de ce que j'ai appris en formation, en études d'orthophonie, en fait. Et même avant, je le savais. Parce que j'avais suivi mon petit frère qui avait 11 ans de moins que moi et j'avais vu un peu comment il avait évolué. Et à quel point sa maîtresse l'avait traumatisé. Je me souviens qu'elle l'avait dit, elle lui avait dit qu'il allait être balayeur. Pour moi, c'est des enseignants qui sont aigris et qui sont plus à leur place, en fait, qui deviennent traumatisants pour les enfants. Mais aussi le système qui est vraiment très lourd à porter et qui finalement ne convient plus, en fait. Pour moi, c'est plus possible avec des enfants de notre génération, de cette génération-là. Et donc, j'avais plus envie de cautionner ça, de préconiser des aménagements, alors qu'en fait, pour moi, c'est le système qu'il faut révolutionner. Qui a dit qu'on devait rester toute la journée assis entre quatre murs? Qui a dit qu'on devait apprendre de manière descendante et qu'on n'était pas, on fait pas trop de manipulation? Et puis, qui a dit qu'on fait que des trucs, enfin, qui a dit déjà que les apprentissages, c'est chiant? Pour moi, c'est chiant. Alors après, je fais pas des généralités, mais ben, on peut apprendre ailleurs qu'à l'école. On peut apprendre en s'amusant, on peut apprendre simplement, je sais pas moi, dans la voiture, en train de se questionner sur la vie, sur les choses. Ben, euh, bref, donc pour moi, en fait, et puis ça manque de vie, ça manque d'expérimentation, ça manque de joie, tout simplement, de légèreté. Elle l'a bien dit, hein, Céline Alvarez, quand elle a fait son expérimentation, et c'est pas elle qui l'a inventé, ça vient des neurosciences. C'est que, en fait, le stress, toutes les émotions désagréables, le stress, la peur, l'anxiété, je sais pas, le manque de confiance en soi, etc.,
ben, ces états-là, ils ne favorisent pas les apprentissages. Au contraire, ils bloquent la mémoire. Parce que c'est des enfants qui sont en mode survie. Quand on est en mode survie, est-ce qu'on a l'espace intellectuel pour intégrer des choses? Bah non, bien sûr que non. Voilà. Donc, je me suis un peu perdue dans ce que je disais, mais en gros, voilà, j'ai fait mon accompagnement vibration et là, je me suis dit, je suis plus du tout alignée avec ça. Il faut que je parte. J'ai fait un grand saut de la foi parce que je peux vous dire que j'avais peur, hein. J'avais très très peur, bah, surtout pour le financier. Puis ben, je pense que c'est aussi une sorte de désidentification. Pendant longtemps, en fait, j'avais du mal à me dire, bah voilà, quand je me présentais, ben tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis orthophoniste. Oups, c'est pas ça que je dois dire. C'est dur en fait, hein. On s'identifie hein, à ces étiquettes. Et donc, voilà, au bout d'un moment, j'ai réussi à sauter, faire le grand saut. J'avais peur hein, au début aussi je culpabilisais en fait de laisser mes patients. Je me disais que je les laissais tout seuls, etc. Alors qu'en fait, ça dit quoi ça? Ça dit que ben, j'avais quand même une vision d'eux comme étant faibles et vulnérables. C'est-à-dire, ben, sans moi, ils peuvent pas se débrouiller. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Peut-être vous. Et c'est ok en fait, on chemine tous, hein. On chemine tous. Donc ensuite, ben, comme j'ai tellement accroché avec la méthode vibration, que j'ai vu ses effets très puissants, bah, je me suis dit, bah, je vais me certifier, hein, comme ça je vais jusqu'au bout du truc. Et donc, bah, j'ai continué mes accompagnements avec les enfants, avec les parents, encore plus puissants, parce que là, du coup, on pouvait aller vraiment sur des mémoires transgénérationnelles, karmiques, des choses inconscientes de l'enfance, vraiment, enfin, je veux dire, par exemple, in utero, ou de la conception, enfin, voilà, on peut aller très loin. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai créé l'accompagnement Brille, qui est un programme en ligne qui reprend un petit peu la façon que j'avais créée en fait d'accompagner les enfants, à savoir ben, comprendre les émotions, qu'est-ce que ça veut dire, essayer de faire une sorte d'anamnèse en fait, d'essayer de faire une recherche des traumas en fait par rapport aux apprentissages. De faire aussi quelque chose d'exhaustif par rapport à tout ce qui était hygiène de vie, hein. Pour moi, ça va avec, hein. L'holistique, c'est pas juste les émotions, c'est aussi le côté très pratico-pratique. Comment tu dors, comment tu manges, comment tu t'occupes. euh, Est-ce que tu as assez de temps pour t'ennuyer? Est-ce que tu réfléchis? Comment est-ce que tu sors? Est-ce que tu te défoules? Est-ce que tu fais que manger du sucre à longueur de journée ou des produits transformés? Est-ce que tu dors bien? Voilà, tout ça pour moi, c'est la base, hein. C'est la base. Donc, vraiment apporter ce genre de choses aux familles et ben, faire réfléchir en fait les enfants sur ah ben, qu'est-ce qui m'a traumatisé par exemple, je sais pas moi, comment est ton rapport à ta maîtresse, comment est-ce que tu te sens, tu dirais que tu te sens comment par rapport aux autres enfants dans la classe, des choses comme ça. Voilà, je me souviens plus exactement, mais je posais des questions assez ciblées. Enfin, j'ai fait comme une feuille de route, hein. Je l'ai appelé donc le programme s'appelle Brille et à l'intérieur c'était un programme de découverte du trésor intérieur. Et donc, il y avait aussi des petites missions pour booster la confiance en soi, sortir de zone de confort. Il y avait aussi, qu'est-ce que j'ai mis? Ben oui, comprendre, en fait, se comprendre, juste accepter ben, que des fois on a des émotions désagréables et que c'est OK. Comment les libérer? J'ai montré l'EFT, j'ai montré la méthode vibration, etc. Donc, pour moi, c'est important que les familles soient autonomes aussi dans leur propre libération. Voilà. Ensuite, ben, du coup, vous connaissez la suite. J'ai arrêté l'orthophonie en décembre 2025. Euh, et puis, j'ai pris Ouais, en fait, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir vivre de ma mission parce que j'ai compris quelle était ma mission. Grâce à l'accompagnement de Christine, et elle continue à m'accompagner aujourd'hui dans ma mission d'entrepreneuriat. On peut dire une mission de vie, hein, parce que je peux pas m'en empêcher. Et en fait, aujourd'hui, mon objectif, c'est
comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux qu'aucun enfant ne puisse vivre. Ah ouais, d'ailleurs, je suis pas allée au bout de ma réflexion par rapport à moi petite. En fait, moi petite, j'avais tellement cette méconnaissance de moi-même, cette méconnaissance de mes limites, de mes sensations. Je sentais rien en moi, dans mon corps. Je savais pas ce que ça voulait, qu'est-ce qu'il voulait dire oui, qu'est-ce qu'il voulait dire non. J'avais des moments où j'avais oui, des percées, des trucs, voilà, qui m'animaient, oui. Mais c'était dur, je savais pas en fait la notion de consentement, c'est compliqué hein, en fait pour moi et là je me suis inconsciemment ben là j'ai fait le lien il y a pas longtemps hein, hier, c'était hier en parlant avec une amie en fait je ne veux pas que les enfants de cette génération enfin je ne veux plus pour moi dans le monde que les générations à venir aient à être conditionnées pour qui ils ne sont pas. Parce que pour moi, le but de l'existence, c'est d'être soi-même. Et que chacun, avec sa façon d'être unique, il a son rôle à jouer sur Terre. Et que c'est comme ça qu'on aura aussi de la paix dans le monde. Et que chacun va se sentir bien, aligné, à sa place, tout ça. C'est basique, c'est tout simple. Et donc, moi, je suis cette garante, cette gardienne des enfants, de la lumière de chaque enfant, de cette planète. Voilà. Et ça passe par l'école aussi. Parce que l'école, aujourd'hui, c'est une grande source de conditionnement. Et ça, pour moi, c'est plus OK. C'est plus OK parce que, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, les... tout est antinaturel quasiment à l'école. Donc, au bout d'un moment, il va falloir prendre les choses à bras-le-corps, hein. Oui et non, parce que je pense vraiment que chacun d'entre nous qui sommes des résistants ou résistantes du système, je pense que on va chacun à sa façon agir, œuvrer. Moi, mon objectif, si vous connaissez un peu le human design, je suis manifesteur. Ça veut dire que ma place, c'est d'être vraiment la personne qui lead le mouvement, la personne qui montre le chemin dans une voie qui n'est pas encore tracée. Donc là, moi, je suis en train de faire un appel là à toutes les personnes qui ont envie de démanteler en fait ce système qui est antinaturel, qui génère tellement de souffrance chez les enfants, mais aussi chez les adultes, chez les enseignants, chez les professionnels qui les accompagnent. Et ça, c'est plus OK pour moi. Donc si pour vous aussi c'est une cause super importante, alors joignez-vous à moi et ensemble on va aller beaucoup plus loin, on va agir beaucoup plus efficacement. Petit aparté, du coup, les suivis que j'avais fait donc avec les enfants, je me suis rendu compte que le l'EFT, c'était vraiment efficace avec les enfants en dessous de 8 ans, on va dire. Après, ça a modulé en fonction de l'âge, hein, bien sûr, et avec certains adultes réticents aussi. J'en ai eu un récemment aussi, franchement, il m'a remercié. C'était un monsieur avec la maladie de Parkinson, donc rien à voir avec les enfants, hein, mais c'est pour vous expliquer comment il a perçu les choses. En fait, lui, toute sa vie, en fait, là, depuis qu'il a la maladie de Parkinson, il a peur du regard des autres. Il se dit que les autres, ils pensent que c'est un alcoolique parce qu'il tremble. Et en fait, ça lui pourrit la vie. Et il passe ses journées à se comparer aux autres, à avoir peur du regard de l'autre. Et ça lui bouffe plein d'énergie. Et il n'est pas épanoui. Et il se voit comme quelqu'un de vulnérable, qui a besoin, qui est dépendant en fait aux professionnels de santé. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, en orthophonie, moi, je rendais, euh, malgré cette volonté d'autonomiser les gens, il y avait quand même un rapport, en fait, un peu malsain de, de dépendance, en fait. Et après, voilà, c'est OK, chacun son chemin. Et je pense que j'ai aussi, avec ma posture, pas mal aidé à débloquer des choses. Voilà. Alors, je parle beaucoup, mais j'ai encore plein de trucs à dire. Passons maintenant ben, à des exemples de résultats concrets que j'ai eus avec ces accompagnements. Alors, ça va dans différents domaines, parce que moi, je faisais un peu de tout hein, au niveau. Et après, j'ai listé ce qui me venait, mais je pourrais pas. Enfin, j'ai accompagné des centaines de familles, je pourrais plus me rappeler de tout le monde. J'aurais dû noter.
Donc, euh, ouais, avant tout, le travail avec les parents, c'est un travail pour apaiser les relations, pour apaiser les parents. Parce que les parents de nos jours, ils sont très stressés aussi, ils courent dans tous les sens. Et bah, les enfants le ressentent aussi. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a déjà une tendance à un peu être actif, hyperactif, bah, il soit apaisé et du coup, ça empire le truc. Voire, certains enfants sont uniquement hyperactifs parce qu'ils sont dans une ambiance très anxiogène ou très stressante. Donc, c'est des choses qui sont pas prises en compte aujourd'hui dans les diagnostics, malheureusement. Et donc, ben, en fait, en travaillant avec les parents, on permet un terreau fertile pour ben, la pérennité des libérations, la pérennité de tout ce qu'on installe après auprès de l'enfant aussi. Puis après, il y a toute la libération de tout ce qui est transgénérationnel. Et on fait baisser la pression et on aide les parents à accepter leur enfant tel qu'il est. Et c'est à ce moment-là que l'enfant peut aussi s'accepter tel qu'il est, même si on est d'accord que la société, on n'en est pas encore là. Alors, j'ai pris un exemple vraiment flagrant, c'est en fait, j'en ai plusieurs, des témoignages comme ça. Des enfants qui avaient des réflexes nauséeux, des grosses... Alors ça, c'est quand on a le réflexe de vomissement. Qui, par exemple, le dernier en date, c'était un garçon qui vomissait, en fait, quand il allait chez le dentiste. Même à l'approche, en fait, de la baisse-langue de sa bouche, il avait déjà des hauts le cœur. Donc la dentiste, en fait, elle m'a envoyé ce garçon en disant, allez chez elle, elle sait faire parce qu'il y a déjà plusieurs de mes patients qui ont libéré ça avec elle. Donc voilà, avec la méthode vibration, ça a été assez radical en 3 séances, c'était bon. Et avec aussi, on a aussi travaillé sur tout ce qui était alimentaire, parce qu'il y avait aussi des réflexes nauséeux qui s'enclenchaient à cause de l'odeur de certains aliments, etc. Et donc ça s'est libéré. Euh, donc maintenant, c'est un petit garçon qui peut aller chez le dentiste. Il a pu, en fait, moi j'ai pu, dans mon cabinet, prendre mon abaisse-langue et lui mettre dans la bouche directement, sans aucune réaction. Alors j'ai eu aussi beaucoup d'exemples de prise de confiance en soi, qui pour moi est vraiment la base pour apprendre, hein, parce que quand on n'a pas confiance en soi, ben on va avoir une image négative de soi et on va rester dans cette image négative. Je me souviens d'une petite fille qui faisait de la gym et elle avait très peur en fait de faire un exercice, etc. Et du coup, on a travaillé là-dessus, ça c'était en EFT. Et puis après, elle m'a dit, ben, je l'ai fait à la compétition et puis j'étais trop fière de moi, etc. J'avais aussi un jeune garçon qui avait tellement peur de parler avec des étrangers que il osait pas parler à la bibliothécaire, etc. Et moi, j'ai commencé à lui proposer des missions. Et puis, on a fait aussi la libération émotionnelle où je lui demandais de gérer l'argent en fait avec la boulangère, des choses comme ça. Faire des petites missions, c'est aussi du passage à l'action et c'est important pour que les enfants prennent confiance en eux. Et puis ben maintenant c'est bon, il y arrive sans problème, il le fait tout seul, sans aide d'un adulte. Lire devant toute la classe aussi. Alors là, ça va avec aussi, avec un peu de libération émotionnelle, parce que c'était un garçon, je me souviens, qui m'avait dit qu'on s'était moqué de lui en fait quand il avait lu. Et donc, il s'était complètement renfermé sur lui-même. Et donc, on a fait un travail de libération là-dessus. Et puis, il a commencé à lire à voix haute devant toute la classe sans aucun problème. Et donc, bien sûr, sa lecture s'est améliorée. Et voilà, on continue. Petit à petit. Bien sûr, c'est pas une baguette magique, hop, on fait ça, et puis après, ben voilà, les résultats, ils viennent tout de suite. Non, c'est moi, mon objectif, c'est vraiment, je fais un minimum de séances, donc je donne les clés en fait aux parents, je fais que le terreau il est fertile et que ça va être durable, et après, voilà, ils se débrouillent, je sais qu'ils sont capables en fait. C'est pas je les trimballe pendant des années, non, c'est fini ça. Euh, Ouais, je sais plus exactement, mais je me souviens qu'il y avait plusieurs patients qui, par exemple, on a des adaptations de dictées dans les classes, des dictées plus ou moins faciles à faire, des dictées à trop, etc. Puis moi, régulièrement, ben, après des libérations émotionnelles, je leur disais, bon, ben, essaye de la dictée plus difficile, etc. Et puis en fait, ils arrivaient à se passer des aménagements au bout d'un moment. Et donc, ben, évidemment, ben, ça veut dire qu'ils progressent petit à petit.
Euh, pour les devoirs, il y a beaucoup d'enfants qui ont du mal avec les devoirs. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, ils vont faire une crise en fait au moment où ils doivent faire les devoirs parce que bah, ils supportent, ils sont déjà passés toute la journée à se concentrer comme, enfin, voilà, et puis à travailler. Il y en a qui sont pas forcément très cérébraux et c'est que c'est un effort. C'est vraiment un gros effort et donc les devoirs, c'est compliqué. Du coup, ben, je leur ai montré ben, comment, avant chaque devoir, ben, faire le sondage, la météo dans le corps, ressentir ce qui se passe, euh, et puis montrer aux parents aussi, et puis aussi comment se recharger après une journée de classe, etc. Voilà, des choses comme ça. J'avais aussi une jeune qui s'opposait à la maîtresse. Donc la maman était convoquée quasiment tous les soirs. Voilà, elle a fait ci, elle a fait ça aujourd'hui, etc. Enfin, du coup, en fait, elle faisait le bazar dans la classe. Une jeune avec un TDAH. Et en fait, on a libéré quelque chose, un événement par rapport à cette maîtresse qui avait fait elle avait en fait gardé une certaine rancœur envers elle. Et après, ben voilà, elle s'est calmée. Il y a aussi plein d'enfants qui avaient du mal à aller à l'école, ben aussi dans ce même genre de problématique, qui refusaient d'y aller ou qui y allaient vraiment avec beaucoup de difficultés. Même si encore une fois je dis c'est pas pour moi c'est normal en fait. J'avais d'ailleurs au bout d'un moment un discours, je me disais c'est désaligné en fait avec ce que je suis en train de faire. Je leur disais bah en fait là vous allez à l'école. Je sais que c'est peut-être pas fait pour vous. Les maîtres et les maîtresses en France, ils ont que appris comme ça à enseigner. Et que ben, un jour, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et que vous êtes en train d'apprendre à, à développer un super pouvoir qui est par exemple la persévérance, etc. J'essaie de transformer en fait les choses en positif, puisqu'on peut toujours, hein, avec les épreuves de vie, en tirer des leçons, au moins ça. J'avais des enfants qui n'arrivaient pas à dormir, donc on a aussi libéré, voilà, ou qui dormaient tard parce qu'ils cogitaient, des choses comme ça. Donc là aussi, meilleure qualité de sommeil, meilleure attention le lendemain, hein, voilà. Des enfants qui sont anxieux, qui n'arrivent pas à se concentrer à cause de leur anxiété, en fait, tout simplement parce que c'est inconfortable dans leur corps. Et là, c'est la même chose, en fait. Donc, meilleure concentration. Par rapport à l'arrêt de la tétine, du pouce, voilà, tout ce qui est séparation, etc., difficulté maturité émotionnelle. Un ado TDAH aussi qui était pas motivé pour aller en cours. Euh, En fait, l'idée, c'est de le projeter vers son avenir et lui dire, ok, ben, allez, tiens le coup, t'es pas le seul dans ce cas-là. Et puis en même temps, ben, de libérer tout ce qui est ce trop-plein émotionnel, ce trop-plein, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, ben, c'est un jeune que j'apprécie énormément qui m'a montré, ben, voilà, il est parti en apprentissage et il s'éclate, quoi. Alors qu'en fait, il faisait le bazar au collège et puis il voyait pas le sens de ce qu'il apprenait. Donc, hmm. Le bégaiement, le bredouillement aussi, très facile à désenclencher. Voilà, ça, j'ai des centaines, enfin non, peut-être pas des centaines, j'ai pas eu des centaines, mais voilà, j'en ai eu pas mal qui ont pu désamorcer comme ça. Euh, L'autisme aussi, meilleur ancrage, plus de contact visuel, désensibilisation aussi, enfin. Par exemple, j'ai un vibrateur, puis je faisais aussi des vibrations, etc. Ou des choses, en fait, par exemple, ce jeune auquel je pense, on essayait de développer l'articulation, et en fait, il était dégoûté par ma bouche. Donc, la bouche des gens, en fait, hein, et donc, forcément, bah, qui est dégoûté par la bouche ne regarde pas la bouche et a du mal à avoir aussi la sensation, la proprioception dans sa propre bouche. Et il y a comme si voilà, on fait un blocage sur cette partie du corps et que du coup, bah, on peut pas se l'approprier et on peut pas ressentir ce qui se passe et donc pas articuler correctement. Donc voilà, tout ça, on avait pu travailler là-dessus. Ça a vraiment bien aidé. La voix aussi, c'est très... bon, ça, c'est pas un scoop, hein, c'est très lié à des choses émotionnelles. Et voilà, on a pu libérer souvent des... Moi, j'ai eu plusieurs cas de femmes avec des traumas qui étaient pas digérés ou qui leur restaient en travers de la gorge. Mais aussi, ben,
des femmes qui étaient dans des situations assez lourdes au niveau, qui acceptaient en fait le sacrifice dans leur vie hein, quotidienne. Et ça se ressentait au niveau de la gorge. Donc on a fait un travail de libération de tout ça aussi, qui a aidé, hein, du coup, à retrouver la voix. Euh, ouais, l'oralité, l'articulation aussi, l'oralité alimentaire. On peut aussi avoir de belles... enfin, par exemple, un enfant, j'avais un enfant, il y avait un enfant qui a été sevré brutalement suite à des problèmes de santé de sa maman qui a dû partir, donc sevré de l'allaitement, hein, qui a dû partir brutalement à l'hôpital et depuis ce moment-là, par exemple, ben, il pouvait plus ingérer des choses, enfin, c'était nourriture égale danger en fait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a pu libérer ça aussi. Voilà, donc avant tout, c'est une posture que j'ai adoptée avec mes enfants. Dès que voilà, j'écoutais un peu les mots physiques en essayant de mettre des mots dessus, et en essayant de les libérer. Et ça marche aussi très très bien. Mon fils, par exemple, souvent, dès qu'il est malade, ben, je lui pose une question. J'essaie de voir un peu comment il a vécu les derniers jours. Et soit c'est ça, soit c'est parce qu'il y a une entité qui se balade dans sa chambre. Et on peut être sûr il va facilement se libérer. Ma fille, elle, c'est plus quand je libère en moi, ça se voit directement sur elle parce qu'elle, elle est du genre à pas forcément avoir envie de libérer. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose à respecter. Euh, voilà. Et aujourd'hui, ben, je voulais vraiment, j'avais à cœur de vous transmettre tout ça parce que je pense que vous êtes aussi sensible à la question euh, des injustices dans le système, mais aussi ben, à tout ce qui est subtil, aux énergies, aux émotions, au mal-être qu'on peut avoir aussi dans notre société face à tous ces désalignements, c'est cet éloignement de la nature en fait, hein, en général, de la nature extérieure, mais aussi de notre propre nature. Et aujourd'hui, moi, vraiment, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ma mission, elle est vraiment d'aller accompagner tous les professionnels qui vont œuvrer autour de la scolarité de l'enfant pour qu'ensemble, on puisse œuvrer chacun à son niveau. Moi, je nous vois tous un peu comme des semeuses de lumière, un peu entrées de tous les côtés pour, à sa façon, moi je suis celle qui brandit le flambeau en disant ouais, on va. Voilà, mais chacune à sa façon, avec toujours sa posture la plus juste pour elle, euh, pour aller transmuter tout ça. Et moi, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment on incarne cette posture. Cette posture, c'est pas quelque chose qu'on va juste dire, ah, j'ai fait une formation et c'est bon. Non, c'est quelque chose qu'on incarne au quotidien. On l'incarne dans sa vie personnelle. On l'incarne dans sa vie, enfin, avec ses enfants, si on en a, voilà, tout le monde. Et on l'incarne aussi dans notre profession. On l'assume, on l'explique. Euh, voilà. Et puis, c'est aussi des outils qui nous aident à évoluer nous-mêmes et on est dans une évolution perpétuelle, j'ai envie de dire, attention, hein, sans être l'imposteur, bien sûr, enfin, ça, on est d'accord. L'évolution perpétuelle, c'est juste parce qu'en fait, nous, en tant qu'être lumineux, ben, on a été conditionnés et que euh, ceux qui ne connaissent pas la méthode Vivre-Action, je vais vous donner cette notion-là qu'on apprend avec Hélène Pavot, c'est que on a tous notre être en nous qui nous guide, qui est notre lumière, qui est pure lumière, et on a aussi notre personnage. Notre personnage, c'est un peu voilà, qui on pense être, ce qu'on se raconte, et aussi ben, les blessures, les traumatismes qu'on porte, etc. Et donc, ce personnage, finalement, l'idée, c'est de désidentifier, de se dire, bah non, en fait, ça, c'est juste une histoire que je suis en train de me raconter. Alors, parfois, attention, c'est violent, alors c'est dur de se dire, c'est juste une histoire que je suis en train de me raconter, parce que c'est violent, les blessures, hein. Par moments, c'est très profond et très violent. Et en même temps, bah, de pouvoir se dire, OK, ben moi, je vais toujours vers ce que mon être me guide. Et donc là, en fait, cette proposition d'incarner ce que votre être
vous transmet, ce que votre être aspire à être, tout simplement. Quand je disais chacun, pour moi, il est à sa place, il doit être à sa place sur cette terre. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous offrir un espace pendant 30 jours. Là, ça va commencer le 20, le vendredi, hein, je crois que c'est vendredi, le 20 mars, où je vais vraiment, c'est un espace de transformation profonde justement pour incarner cette posture. Cette posture qui se joue aussi dans la... Aujourd'hui, on a besoin de cohérence en fait. C'est pas je dis quelque chose et je le fais pas. C'est non, c'est je le dis et je le fais aussi pour moi. Et je l'incarne. Parce que, je sais pas si vous connaissez la citation de Gandhi, la citation. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, j'ai toujours utilisé ça. Alors, bien sûr, il y a des fois où c'est pas totalement incarné et on est tous en chemin, hein, bien sûr. L'idée, c'est pas de se foutre la pression. L'idée, c'est de se dire, de vraiment, en fait, accéder à cette incarnation. Et ça se fait par la libération, par des, donc dans ce que vais vous proposer, qui s'appelle Incarne le changement, donc qui s'adresse aux enseignantes engagées qui ont vraiment envie que les choses bougent, comme moi, aux professionnels qui accompagnent les enfants dans leur scolarité et qui ont aussi envie de faire bouger les choses au niveau de l'éducation nationale, de l'école en général. Donc ça peut être ortho, psychomode, neuropsy, psychologue, ergo. euh, voilà, enseignants spécialisés, toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans et qui ont envie de participer à ce changement parce que pour moi, ce changement, il va passer par votre incarnation de cette posture-là. Et aujourd'hui, je vous la transmets à partir de vendredi. Donc, c'est un espace il y aura des vocaux, des audios, en fait, dans un espace Telegram que j'ai créé exprès pour ça, où vous pourrez tous vous retrouver. Donc, en fait, je vous partage vraiment mes prises de conscience, mon cheminement intérieur, mais l'idée, c'est de vous impacter, de vous dire, de vous faire réfléchir, en fait, de faire des switches en vous. De vous dire, ah ouais, bah ça, c'est comme ça, et maintenant, enfin, de comprendre que c'est oui, c'est oui ou c'est non. Mais au moins que vous puissiez vraiment vous positionner, savoir où vous allez. Et il y aura aussi un live de libération. On va aller vraiment en libération profonde où je vous montrerai comment fonctionne la méthode vibration. Parce qu'aujourd'hui, c'est celle-là pour moi qui est la plus efficace. Euh, et il y aura du coaching avec vos cas pratiques. Donc vous venez vraiment avec des cas pratiques pour pouvoir être vraiment au plus proche de ce que vous vivez et d'avancer sur le terrain directement. Moi, je veux du concret. Moi, je veux des résultats concrets. Que les enfants, aujourd'hui, ils puissent être eux-mêmes dès le début, en fait. Qu'on arrête de les conditionner, qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Euh, Voilà, je réfléchis Donc, c'est incarne ta posture. Ça dure 30 jours, du 20 mars au 19 avril. 30 jours où on est ensemble, 30 jours où on élève les vibrations. On peut aussi, j'ai créé aussi un espace, un groupe Facebook où vous allez pouvoir échanger entre vous pour vraiment déposer toutes les problématiques que vous avez, pour pouvoir co-créer, pour pouvoir parler en fait des transmissions que vous allez recevoir et pouvoir euh, entre vous créer des effets miroirs. Pourquoi pas créer des liens, des connaissances, des connexions et se rencontrer. Voilà, parce qu'ensemble, on est vraiment des gardiens des enfants, des gardiennes des enfants, et donc c'est dédié aux femmes, des femmes professionnelles qui sont vraiment engagées là-dedans. Voilà, donc pour être des actrices de demain et révolutionner l'éducation nationale, révolutionner l'école pour les enfants, euh, ça va être historique. Donc n'hésitez pas, en plus, si ça résonne avec vous et que vous connaissez des gens avec qui ça pourrait résonner aussi, des femmes puissantes et connectées comme vous, n'hésitez pas à partager massivement. Il faut vraiment que ça prenne de l'ampleur pour tous les enfants de la planète. Euh, Il n'y a pas que l'éducation nationale, c'est un système, moi je veux que ça soit international, donc allez-y. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde. Et c'est donc un espace qui coûte 30 euros. Donc c'est en fait 1 euro par jour.
où vous allez pouvoir avoir accès à la fois mes transmissions, mon cheminement, à ce groupe et aussi à ce coaching de libération profonde et d'avancer à partir de vos cas pratiques. Voilà, voilà. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi pour savoir. En tout cas, moi j'ai mis un lien PayPal dans... Je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai mis un lien PayPal dans ma bio Facebook, Instagram. Il suffit juste de me faire un virement de 30 euros et de me faire un petit message pour me dire que c'est fait. Et puis go! On se lance dans cette mission révolutionnaire! J'ai hâte que chacune puisse reprendre sa juste place pour faire bouger les choses. Ça va être incroyable. Incroyable. J'ai trop hâte. Voilà, ben j'ai terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis belle semaine.